sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Je sais, vous êtes saoulés. Moi, je comprends. Ils sont saoulés, ça fait depuis le début de la saison. Elle arrive avec ses petits pas de danse, ils en ont ras-le-bol. Bonjour à tous, bienvenue dans Bel et Bien Ensemble. C'est votre rendez-vous bien-être sur France 2, bien sûr. Il y a Sarah, il y a Stan, il y a Ilios Kotsou, notre docteur en psychologie, notre public. Bon, je sais pas, levez la main dans le public. Qui a au moins un tiroir pas rangé chez soi? Oui. Voilà, on est sur du... Ah bah Ilios, évidemment. Ah bah là, Ilios, non, tout est rangé chez moi. Enfin, pardon, tout est rangé chez moi. À Bruxelles, tout est bien. Non, mais c'est vrai. Et alors, une chaise qui finit par disparaître sous une montagne de vêtements. Levez la main. Oui. Tout le monde. Bien sûr. Non, mais voilà. Et cette sensation après avoir enfin rangé une pièce entière. C'est-à-dire que ça fait... Ouais, on se sent bien, quoi. Le rangement, ça fait réagir tout le monde. Il y a certains qui adorent, il y a d'autres qui le repoussent jusqu'au dernier moment. Mais il y a une chose qui est sûre, notre intérieur influence énormément notre état mental parce qu'au fond, le bazar ne reste jamais seulement dans les placards, il finit dans notre tête. Eh oui, Ilios, eh oui. C'est pour ça que vous avez une tête bien faite. D'ailleurs, les Français s'y trompent pas parce que 87% des Français se sentent beaucoup mieux après avoir rangé, quand même 87%. Ouais. Comme si remettre de l'ordre autour de soi, ça permettait aussi de remettre un peu d'ordre mentalement. Alors forcément, quand on voit à quel point notre intérieur agit sur notre morale, on s'est dit qu'il fallait en faire une émission. Et c'est Stella Noula, qui est autrice de Réussir sa déco pour être bien chez soi aux éditions Jouvence, qui sera avec nous dans un instant pour nous expliquer comment ranger, réagencer, aménager son intérieur et qui nous expliquera pourquoi ça nous fait autant de bien. Sarah, oui, vous êtes partagée. C'est cette question. Je suis middle. Parce que moi, je vais être honnête. Between. Je suis honnête, je suis une énorme bordélique. Ah oui. Et ce, depuis toujours. En fait, le problème, c'est qu'avant, moi, je vivais seule. Donc, ça passait encore. Mais maintenant que j'ai des enfants, un nouveau chéri, j'ai l'impression qu'il faut avoir forcément un intérieur nickel. Comme si une maison un peu en vrac voulait dire qu'on gérait mal sa vie. Et ça, c'est une pression en plus. Et la responsable, je l'ai trouvée. Ça a l'air d'être moi. Non. C'est vous et elle. Marie Kondo. Oh, la vilaine. Marie Kondo is on a crusade to get us organized. And people wait months and months for you to go to their house and help them, right? It was 6 months wait list. Wow. There's a lot of messy people out there, huh? Yeah. C'est ça, parce que maintenant, si tes pâtes, elles sont pas rangées dans des bocaux transparents et tes t-shirts pliés en origami, bah, t'as l'impression d'avoir loupé ta vie. Alors attention, je comprends le plaisir du rangement. Moi aussi, quand ma maison est propre et que le lit est fait, j'ai l'impression d'être une femme équilibrée pendant 20 minutes. Ça dure pas longtemps. Mais la vraie vie, c'est pas Pinterest. La vraie vie, c'est aussi une chaise, vous l'avez dit, recouverte de vêtements, un tiroir rempli de capes qu'on n'a jamais jeté, des papiers à trier plus tard. Et heureusement, d'ailleurs, je vais vous dire, parce qu'un endroit où on vit vraiment, c'est pas un endroit parfait. Le rangement peut faire du bien, oui, mais sans devenir une nouvelle pression mentale. On en a assez. Et finalement, c'est aussi ça, Ilios, se sentir bien chez soi. Alors, est-ce que j'ai raison et pourquoi on dit bien chez soi, bien dans sa tête? La première raison, c'est que la psychologie nous dit que notre maison n'est pas juste un décor. C'est aussi un lieu de refuge, non, contre les intempéries de la vie, contre les difficultés, contre les grincements. Et ce qui est très intéressant, c'est que la plupart d'entre nous, on serait d'accord de dire que l'environnement dans lequel on vit nous correspond. En fait, on range, on décore en fonction de la personnalité. Et pourtant, ce que dit Beck, il dit que ça va aussi dans l'autre sens. Au fond, on finit par ressembler à l'endroit dans lequel on vit, il va nous influencer. En d'autres mots, dis-moi où tu vis, je te dirai qui tu deviendras. Ah ouais, ça présage rien de bon pour moi. Oh, moi non plus, croyez-moi, croyez-moi. Mais la recherche dit aussi que les environnements dans lesquels on se sent vraiment bien, c'est ceux qui sont imparfaits. Et donc c'est pour ça qu'on n'aime pas trop les Airbnb complètement sans âme. Ah aussi. Il faut qu'on réfléchisse à ce que vous venez de nous dire. Comment faire du rangement autre chose qu'une énième tâche sur sa to-do list? Pourquoi est-ce qu'on se sent vraiment mieux après avoir trié, rangé, désencombré et tout? On ouvre notre dossier du jour, mesdames et messieurs. Oui, oui, oui.
C'est notre jingle préféré avec Sarah. Bienvenue. Bonjour. Est-ce que vous aimez ce petit jingle, Stella? Hey, hey. Ah oui, c'est quand même pas mal. Stella Noula, vous êtes architecte d'intérieur. Vous partagez vos conseils déco et rénovation sur les réseaux sociaux. Vous avez publié Réussir sa déco pour être bien chez soi. C'est ça qui nous a donné envie de faire cette émission, entre autres. C'est aux éditions Jouvence. Vous dites qu'un intérieur bien rangé, c'est pas qu'une question de tri ou d'organisation, c'est aussi une question d'aménagement. Alors, concrètement, qu'on sache bien, parce que vous avez bien vu que le public est bordélique, quelles sont les grandes règles à suivre pour créer un intérieur dans lequel on se sent bien, Stella? Oui, alors bonjour déjà. Pour créer un intérieur dans lequel on se sent bien, avant de parler d'inspiration Pinterest, de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, de tout ce qu'on a envie d'avoir, il faut d'abord penser à son mode de vie. Évidemment, par exemple, adapter son intérieur à son mode de vie. Exactement. Par exemple, une entrée qui est bien rangée, qui est claire, qui sent bon, où rien traîne, elle est primordiale pour quelqu'un qui travaille dans un bureau des longues heures et qui rentre du coup chez lui le soir pour se reposer. Après, il faut aussi penser à la respiration visuelle. Une pièce, en fait, elle ne doit jamais être encombrée parce que ça peut nous causer beaucoup de stress. Donc, il faut penser à ne pas accumuler des objets, même si il faut faire quand même la part des choses entre ce qu'on a besoin et ce qu'on aimerait avoir, les petits objets, la déco, etc. Il y a des gens qui... Moi, j'aime bien avoir des endroits où je cumule, d'avoir des... Mais c'est vrai, des petits objets chinés, des petits objets symboliques pour moi. Bien sûr, c'est... Mais bon, ça doit être des petits endroits intimes à soi, j'imagine. En vrai, je ne parle pas vraiment de vivre dans un minimalisme absolu, mais il faut faire quand même, il faut trouver le bon équilibre entre ce qu'on doit avoir chez soi et les choses qu'on aimerait accumuler pour le plaisir. Parce que sinon, ça rejoint ce que dit Ilios, c'est-à-dire que si on accumule trop, ce que vous dites, c'est qu'on finit par ressembler à notre intérieur. Ouais, il y a une sensation d'oppression en fait qui se crée. Du coup, c'est pas génial. Ouais. Après, il y a une chose qu'on ne pense pas du tout, c'est à la lumière naturelle. La lumière naturelle, c'est quelque chose qui nous fait énormément de bien, qui est lié à notre bien-être. Et quand on invite du coup la lumière naturelle chez soi, on se sent tout de suite mieux. Les décorateurs, on a beaucoup d'astuces pour pouvoir apporter plus de luminosité dans des intérieurs sombres, un peu plus sombres. Par exemple, mettre des miroirs devant les fenêtres. Pas mal. Après, ça agrandit en plus. Oui, tout à fait. Après, il existe des petits miroirs qu'on peut mettre sur le rebord de la fenêtre à l'extérieur. C'est génial pour les pièces qui sont exposées. Ça fait réfléchir le soleil. Exactement. Et donc, donc, ça apporte tout de suite de la luminosité. Et puis, quand on a des intérieurs un peu sombres, on peut tout à fait jouer avec la couleur pour apporter un peu plus de chaleur. Donc, dans une pièce plein nord, on va avoir des couleurs plus douces, plus chaleureuses. Et inversement, dans une pièce qui est exposée plein sud, il y a beaucoup de lumière, on va éviter tout ce qui est flashy parce que ça va s'accentuer avec la lumière. Donc, voilà. Toutes ces choses-là font que quand on se sent bien dans son intérieur, on a envie de le maintenir bien rangé et le garder du coup... sinon on se dit, de toute façon, foutu pour foutu. Exactement. Autant que je range pas. Ilios Kotsou, Stella nous parle de cette distraction visuelle. Qu'est-ce que le désordre provoque concrètement dans notre cerveau? Ça a vraiment des conséquences? Oui, alors le désordre, il est bruyant dans la tête, même s'il ne fait pas de bruit à l'extérieur. Et donc, il y a une étude en imagerie cérébrale qui montre que quand c'est désordonné, alors pour soi, parce que le désordre, c'est très relatif aux différentes personnes, c'est un petit peu comme si chacun des éléments pas rangés va rentrer en compétition pour nos ressources cognitives, et donc ça va être très fatigant. Ça, c'est un premier effet. Le deuxième, il est biologique. On a remarqué que des personnes qui décrivent leur environnement comme étant désordonné, avec des maux de désordre, le soir ont un niveau de cortisol, qui est l'hormone reliée au stress, qui est plus important, quand bien même ils n'auraient pas passé le temps dans leur maison. Ça reste dans la tête. Alors, il y a un troisième effet qu'on appelle Zeigarnik et qui fait que, à nouveau, le désordre va faire quoi? Va jouer comme une notification qui ne se ferme pas toute seule. Et donc, il y a quelque chose d'une tension qui se crée. Tant que c'est pas rangé, c'est tendu. Et donc, le bazar, comme vous l'avez très bien dit, il est à l'extérieur, mais il finit toujours quelque part dans la tête à la fin. Et c'est un petit peu fatigant. Stan, Oui. à propos de messages, vous êtes plongé dans le passé pour décrypter ce qui se passait avant nous. Et il s'en passait des choses. Oh là. Oui, avant de voyager dans le temps, justement, j'en parlais. Je dois vous le dire, Agathe, mon couple est au bord du divorce. Alors, la raison, encore, c'est vrai. Alors, est-ce parce que j'ai vidé le compte commun ou parce que j'ai reçu un sexto de mon ex? Pas du tout. C'est à cause de ça, regardez. J'ai laissé traîner
une paire de chaussettes sales au pied du lit. Et ça, pour ma chérie qui est maniaque, c'est un attentat domestique. Dans ce genre de situation, elle me fait tellement peur que je suis à ça d'appeler les casques bleus pour sécuriser la zone. En fait, ma femme est bien plus maniaque que moi. À la maison, je l'appelle le colonel. On a un poster de Marie Kondo dans les toilettes. Mon livre de chevet, c'est bien plier son linge pour les nuls. Et notre chat s'appelle bicarbonate de soude. Et elle a même lui appris à vider sa litière. Je vous jure, mon couple est un cliché, ça m'énerve. On est en 2026 et on est encore dans le stéréotype de la femme maniaque et de l'homme bordélique. Mais d'où ça vient, au juste? En fait, les femmes ne naissent pas plus maniaques que les hommes. C'est juste que ça fait des siècles qu'on les éduque à ranger leur chambre, à anticiper le bazar. Et plus tard, on entretient le tout à grand renfort de charge mentale. Et nous les mecs, eh bien, on est élevés comme des ados attardés qu'on borde tous les soirs. Et quand on quitte le foyer pour s'installer avec madame, on remplace maman par sa chérie et on se repose sur elle. C'est parfois inconscient, mais c'est surtout le fruit d'un héritage culturel. Comme en atteste cette archive, elle est pépite, de 1979, avec une femme consternée par le machisme de son chéri. Regardez ça. J'aimerais bien savoir où est passée ma chemise. Je devrais normalement avoir une chemise propre ce matin parce que tu sais très bien que j'ai une réunion, je suis pressé. Je te pose la question, où est passée ma chemise? Enfin, je comprends pas que tu viennes me parler à moi de tes chemises. Mais ça me paraît vraiment quelque chose de complètement surréaliste. Bon, alors Moi, écoute, je vais mettre la chemise que j'avais hier et je vais arriver comme un dégueulasse à mon travail et on me jugera. On s'est marié, tu avais 36 ans. Oui, Comment et tu alors as fait jusqu'à 36 ans pour tes chemises? Mais j'avais ma mère qui s'occupait de mes Voilà. chemises. Alors, Et tu veux et qui changer les mœurs, partage un travail. Marie-Catherine? Oui, je veux changer les mœurs et je suis pas la seule à vouloir changer les mœurs. Les mœurs ne changent pas avec des lois sociales. Les mœurs se Les mœurs changent. changent avec quoi? Avec un changement des mentalités, mais pour que les mentalités changent, il faut aussi qu'il y ait un changement de loi. Enfin, toujours est-il que je n'ai pas ma chemise. Il est magnifique. La conclusion, c'est magnifique. Il est magnifique. En fait, si je suis plus bordélique que ma femme, c'est que je suis l'héritier de cette époque. Et même si j'ai l'impression de prendre ma part du rangement à la maison, je vais pas vous mentir, j'en fais un peu moins que ma chérie, voire beaucoup. Elle est obligée d'endosser ce rôle ingrat et moi, je me laisse aller. Et forcément, ça génère beaucoup de stress avec ce sentiment de tâche domestique inachevée. Donc chérie, pardon, je t'aime, désolé. Ilios, évitez-moi le divorce. Qu'est-ce que je peux faire pour sauver mon couple? Comment on peut faire cohabiter un maniaque et un bordélique? C'est possible? Alors j'ai deux mauvaises nouvelles pour vous, Stan, et deux bonnes aussi. Alors la première mauvaise nouvelle, c'est ce que John Gottman, qui est le grand spécialiste des couples, il pouvait prédire avec une efficacité de plus de 90% si le couple allait se séparer dans les 2 ans, juste sur 10 minutes de dispute. Et Gottman, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la plus grande partie des problèmes de couple, des disputes, 69%, sont ce qu'il appelle des problèmes perpétuels. On ne peut pas les résoudre. Et la question rangée des désordonnés, c'est un problème perpétuel. Ça ne dépend, oui, de la culture, mais ça dépend aussi de la biologie. Et donc, vous n'y pouvez rien d'être désordonné, elle n'y peut rien d'être très rangée, c'est quelque chose qu'on ne peut pas régler. Alors, la bonne nouvelle. Oui, parce que là, ça m'aide pas du tout. Alors, les deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, John Gottman nous dit aussi que ce qui prédit que le couple reste ensemble, ce n'est pas le fait d'avoir réglé les problèmes, c'est le fait de pouvoir vivre avec eux et de pouvoir en rire. Et donc, on peut apprendre à négocier avec ça. Il y a une autre bonne nouvelle pour Stan, c'est que les études montrent quoi? Montrent que le rangement est relié à une forme de conservatisme, alors que le désordre est relié à une forme d'esprit divergent, de créativité. On n'avait pas besoin de l'étude pour le remarquer. Alors évidemment, l'idée, ce n'est pas de changer Stan en Marie Kondo, ça ne fonctionnerait pas, mais c'est comment est-ce qu'on peut vivre ensemble en respectant les besoins de l'un et de l'autre, et comme Stan l'a bien fait remarquer, en ne faisant pas reposer toute la charge mentale, comme ça est encore souvent le cas, sur les femmes. Coupable. C'est là, vous avez bien expliqué qu'avant de choisir la couleur d'un canapé et tout, il faut d'abord observer sa manière de vivre. Selon vous, quelles sont les questions essentielles à se poser avant de changer son intérieur? Oui, déjà, avant de réfléchir à son budget, avant de regarder les inspirations, les canapés qu'on veut avoir, il y a des questions essentielles à se poser. Et la première pour moi, déjà, c'est comment je vis vraiment chez moi. Parce que souvent, on décore, on aménage pour une image parfaite de notre vie ou parce qu'on a vu quelque chose sur les réseaux sociaux, mais ça ne correspond pas forcément à notre mode de vie. Donc, est-ce que la personne fait du télétravail? Est-ce que la personne travaille au bureau? Est-ce qu'on a des enfants? Est-ce qu'on a des animaux? Voilà, c'est des choses à prendre en compte pour son aménagement. Après, on peut penser aussi à qu'est-ce qui m'épuise au quotidien, faire une petite liste. Est-ce que c'est mon entrée où je manque de rangement? Est-ce que ma cuisine qui est trop petite? Est-ce que c'est ma salle à manger parce que je n'ai pas de place pour recevoir? On prend tout ça en compte pour créer justement son aménagement idéal. Et puis une dernière chose, c'est quel sentiment je veux ressentir
en entrant chez moi ou dans cette pièce en question. Est-ce que je cherche une pièce pour me reposer? Est-ce que c'est une pièce pour réveiller un peu la créativité? Est-ce que la pièce, c'est la pièce où je travaille? Et c'est avec ces choses-là en tête qu'on va choisir les bonnes couleurs, les bons meubles et bien sûr le rangement adéquat. Merci donc de nous éclairer. Sarah, vous êtes allée voir les Français. Est-ce que dans l'ensemble, ils sont comme le public, c'est-à-dire de villes bordéliques? Ou est-ce que... De ville bordélique. C'est ça, ils ne sont pas maniaques du tout. Mais bon, je leur ai mis un petit coup de fouet. Ah, je leur ai fait balayer les rues de Paris un petit peu. En général, êtes-vous plutôt maniaque ou bordélique? Maniaque. J'étais assez maniaque avant d'avoir des jumeaux. Et je suis devenue un petit peu bordélique. Je suis totalement bordélique. J'ai été longtemps bordélique et j'ai remarqué que depuis que je vis seul, je suis plutôt clean. Est-ce que vous aimez faire le ménage? C'est plutôt une corvée ou un plaisir pour vous? Moi, ça m'apaise. Ni un plaisir, ni une corvée, un juste milieu. Qui sont les plus ordonnés généralement, qui font le mieux le ménage, les hommes ou les femmes? Les femmes, c'est un instinct. Nous, les hommes, on est souvent plus éparpillés. Les femmes, mais c'est vraiment une construction sociale. Selon vous, qui sont les plus heureux, les maniaques ou les bordéliques? Je pense que trop maniaque, on n'est pas heureux parce que du coup, on s'enferme dans trop d'hygiène, trop de pression. Et trop bordélique, c'est pas bon non plus. Les bordéliques, parce que les bordéliques, ils s'en foutent. Les maniaques, je pense que ça devient vraiment obsessionnel. Ça devient un peu maladif. C'est quoi votre musique préférée pour faire le ménage? Un peu de Michael Jackson aussi, c'est très tendance en ce moment. Bien, on va nettoyer un peu la place sur du Michael Jackson, ça vous va? C'est bien. À gauche, à droite, derrière. Wouh! Il n'y a que Sarah pour arriver à faire danser les Français en balayant en échelle. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Les rues sont propres grâce à nous. Alors, on en reparlera quand même. Alors, les Français sont d'accord quand on range, on se vide la tête. Alors, pourquoi ça nous apaise autant de ranger? Alors c'est vrai ce que vous avez dit sur ranger les rues, on aimerait tellement ranger le bazar du monde, mais ça on ne le peut pas. Alors que chez soi, tout à coup, on range quelque chose dans le sentiment d'efficacité directe, on a une action sur le monde, et ça nous fait vraiment du bien. Alors le deuxième élément, c'est que si Agathe appelait l'homme de ménage pour nettoyer complètement la maison, elle serait beaucoup moins satisfaite que le faire elle-même. C'est ce qu'on appelle l'effet Ikea. Il faut quand même que je réfléchisse à ce que vous venez de dire. Quand on fait quelque chose soi-même, comme simplement monter un meuble, ça crée un sentiment de confiance et un sentiment de bien-être. À nouveau, on a agi sur le monde, mais c'est bien nous qui l'avons fait. Et puis un troisième élément qui est un peu plus subtil, c'est que certaines tâches ménagères sont répétitives. Et lorsqu'on les fait en étant vraiment présente et présent, ça demande l'idée de la pleine conscience, ça va nous faire du bien. Alors, une étude scientifique s'est penchée sur la vaisselle en pleine conscience. C'est vrai. Même les vitres. Oui, mais là, l'étude ne la fait pas sur les vitres. On va la faire, mais c'est sur la vaisselle. Et on se rend compte que si on est vraiment, on est vraiment présent à la vaisselle, moi, j'aime bien la vaisselle. On sent la texture, le bois d'une cuillère, le métal et ainsi de suite. Ça va vraiment nous apaiser, ça baisse le stress et ça permet une forme de créativité, de se libérer. En tout cas, ce sont des moments où on a certains sens occupés, mais pas son cerveau. Et donc, c'est vrai qu'on peut vagabonder. Comme on ne s'ennuie plus dans nos sociétés, c'est peut-être des moments où on peut penser à ce qu'on va faire demain, de nos vies, comment s'épanouir plus. Ilios Kotsou, quand les beaux jours reviennent, on a quasiment tous envie de faire du tri, de ranger, de tout nettoyer et tout. C'est comme si le printemps nous donnait le besoin de remettre de l'ordre chez nous, mais dans nos vies. C'est normal, ça ? C'est normal, et vous l'avez dit, c'est vraiment... On se base sur la nature pour cela. Et on sait que l'automne, les feuilles mortes vont tomber, elles vont pourrir. Et tout à coup, qu'est-ce qui va se passer? Une chose disparaît et toute la vie renaît. Et dans toutes les traditions, on s'est basé sur ces cycles-là pour faire des rituels qu'on trouve tout autour du monde. Alors, je les ai notés ici. En Iran, le Nowruz iranien, une très jolie expression, Kane Takani, qui veut dire secouer la maison. On met de l'ordre dans la maison. On le trouve dans la tradition juive, Pessa. En Thaïlande, Songkran, on le trouve aussi dans le Nouvel An lunaire chinois, évidemment. Et toutes ces traditions ont des rituels qui nous disent laisse le passé derrière toi, laisse ce qui ne te convient plus et va vers le nouveau, remets du nouveau dans ta vie. Alors, la recherche scientifique s'est intéressée aussi aux rituels. Et elle montre que les rituels ont un effet. Ils améliorent le sentiment d'efficacité qu'on a par rapport à la situation et améliorent le bien-être. Et puis le dernier élément, c'est ce qu'on appelle le Fresh Start Effect. C'est le fait d'avoir une temporalité qui est très très précise. Elle nous aide justement à ça. Elle nous aide à réfléchir à ce qu'on peut laisser derrière, à ce qu'on peut refaire de nouveau. Et comme la maison est en fait une extension de nous-mêmes, elle nous permet de penser prendre un nouveau départ. Imagine tous les gens qui sont devant leur télé en se disant « Mais je suis en retard, mon Dieu, le printemps a démarré il y a bien longtemps !» Et là, qui gringonnent. Merci beaucoup, Ilios, et merci beaucoup, Stella Noula, d'être venue sur le plateau de Bel et Bien Ensemble pour partager vos conseils. Je rappelle votre livre
réussir sa déco pour être bien chez soi. C'est aux éditions Jouvence. C'est une mine, parce qu'en plus, vous avez fait des mood boards et tout. Enfin bon, voilà. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, plein d'idées. Et puis aussi, je dirais une espèce de mode d'emploi pour être bien et pour réfléchir à ce qui nous fait du bien à nous. Si vous souhaitez retrouver tous nos conseils bien-être, vous savez que vous avez rendez-vous sur les réseaux sociaux de Bel et Bien Ensemble. Et on l'a vu, ranger, ça nous fait du bien. Ça peut même parfois devenir une façon de reprendre le contrôle quand on a l'impression qu'un peu tout nous échappe, comme ça. Comme un besoin presque vital de remettre de l'ordre dans sa tête. Et c'est ce qu'a vécu Julie, une ex-cadre, mère de 3 enfants, victime d'un burn-out. Et c'est Arnaud Loquet qui décidément passe sa vie sur la route. C'est notre reporter bien-être qui est allé à sa rencontre. Pas trop crevé, Arnaud? J'ai tourné, j'ai pas réussi à me garer et tout ça. Vous n'êtes pas venu à vélo, parce que d'habitude... J'essaie de changer. Je fais bouger ma mobilité. Vous le disiez très justement, Julie, on va en parler un petit peu plus tard. Le rangement, je ne sais pas, au-delà de nos moitiés, ça fait beaucoup de bien à qui d'après vous? À notre, je réponds, ça peut durer des heures, à notre cerveau. Ah ben oui. Et on sait qu'il a besoin d'être chouchouté, ce cerveau-là. Et pour certaines personnes comme Julie, ça peut être même une thérapie. Et donc Pauline est allée la voir parce qu'elle a connu une période très très difficile et elle s'est rendue compte que la façon vraiment de reprendre sa vie en main, ça a été de faire le ménage chez elle et de tout simplement vider sa maison. Bonjour Julie. Bonjour, bienvenue. Merci. Julie est une maman comblée de 3 enfants. Aujourd'hui, elle partage sur les réseaux sociaux ses conseils d'organisation pour aider ceux et celles qui souhaitent retrouver un quotidien plus apaisé et équilibré. Je te fais visiter la maison, je te montre l'organisation, les rangements. Allez, on commence par ici, ce grand placard de l'entrée où on range tous les jeux de société de la famille. Il y a aussi des jouets pour les enfants et puis les ampoules, les piles. Tout est bien classé et bien rangé ici. Ici, on a le placard avec les manteaux de la famille et les petits accessoires, les cartables et les sacs à main ici, les sacs de sport de toute la famille, tous les sacs pour sortir, pique-niquer, etc. Je sens que tout est rangé à la perfection ici, mais comment t'en es arrivée là? Alors j'ai fait un burn-out pro, donc en plus avec un 2e enfant encore petit, voilà, ça a été vraiment une période hyper difficile de ma vie. Un jour, je me suis presque réveillée avec l'envie vraiment de faire du vide dans la maison parce que j'avais vraiment cette sensation que ma maison était le reflet de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Alors le salon, il y a quelques rangements. Ici, on va avoir par exemple les consoles de jeux. Nos livres, on garde que ceux qu'on relit de temps en temps, sinon on les désencombre. En rangeant, en désencombrant, en faisant sortir des choses, je faisais sortir des choses de ma tête. Je l'ai vraiment vécu comme une espèce de thérapie comme ça. Le meuble où je range les papiers. Du coup là, j'ai tout rangé mes papiers par thématique dans des pochettes différentes. Les avoir classés comme ça me fait hyper du bien, ça m'allège vraiment la charge mentale. Je sais que c'est pas un sujet, tout roule et voilà, je les traite en quelques minutes tous les mois. Salut mes chats! Ici, on a le petit coin buanderie. Alors, c'était vraiment, avant mon désencombrement, la pièce à gros bazar où on fourrait tout ce qu'on pouvait. Depuis, ça a été bien désencombré. Chaque chose a une place, quoi. Ouais. Même les choses qui n'ont pas de place, finalement, trouvent une place. Faire ce désencombrement, ça a été vraiment le point de départ de reprise en main de toute ma vie, j'ai l'impression, parce que après j'ai eu envie de reprendre en main mon organisation, me remettre au sport, etc. Ça a vraiment été le point de départ de tout un domino de changements qu'il y a eu derrière et qui ont vraiment impacté ma vie. Là, on est dans notre chambre. Ici, on va avoir notre dressing, tous les deux, mon mari et moi. Puis sinon, ensuite, on a quelques tiroirs où on va avoir voilà, des pliages un petit peu à la japonaise, comme ça. Ma vision de l'organisation, c'est que ça ne tue pas du tout la spontanéité. Au contraire, ça laisse la place à l'imprévu parce que toutes nos obligations du quotidien, en fait, elles sont gérées et facilitées grâce à l'organisation. Donc là, on est dans le garage. C'est là où ça va être vraiment la grosse zone de stockage. Tout est étiqueté, etc. On retrouve chaque chose assez facilement. Et le secret de Julie pour garder une maison ordonnée, c'est d'impliquer toute la famille. Chaque soir, Bastien, Alice et Clara participent à une petite routine rangement. Ah, c'est l'heure des routines. On finit juste, tac.
À 19h, la sonnerie. On a les 2 grands qui vont aller prendre leur douche chacun leur tour. Pendant ce temps, ma petite dernière, on va ranger sa chambre. Et mon mari, il va se mettre, c'est lui qui fait la cuisine à la maison, donc c'est lui qui va se mettre au fourneau à 19h. Moi, je vais gérer 2-3 petites bricoles, un peu de linge, un peu de trucs comme ça. Après, le but, c'est pas non plus d'être hyper militaire, hyper carré, mais c'est juste de dire, à partir de 19h, on va devoir faire ça, puis après ça, assez tranquillement, mais on le fait quand même, quoi. T'en penses quoi de ces routines du soir de rangement? C'est bien parce qu'on se pose pas de questions et on sait ce qu'on doit faire et voilà. Et c'est agréable de rentrer après les cours et d'avoir la chambre bien rangée. Ça aide à être bien. Quel conseil tu pourrais donner à celles et ceux qui veulent justement ranger, désencombrer leur chez eux? Il faut essayer de ne pas voir tout le projet dans son ensemble parce que c'est assez paralysant, mais plutôt de réfléchir petite étape par petite étape. Un tiroir à la fois, un placard à la fois. Ranger au quotidien comme ça nous permet vraiment de laisser de la place pour la vie, de ne pas être sous notre bazar permanent qui pourrait traîner un petit peu partout. Au contraire, on a juste l'espace pour profiter et pour vivre. Vous voyez ce qu'on a vu là dans votre reportage? Vous prenez chez moi et il n'y a rien qui est en commun. Rien. Rien. C'est pour ça on va déculpabiliser tout le monde. On était en train de se le dire. Le but, c'est vraiment pas d'essayer de créer la maison parfaite parce que sinon on s'en sort pas. C'est juste créer un espace dans lequel on se sent mieux, plus léger, plus apaisé au quotidien. Et le but, c'est de faire du vide. Non pas seulement dans sa tête, mais surtout alléger cette charge mentale parce que ça, c'est hyper important. Retrouver de la spontanéité et des vrais plaisirs. Et Ilios, on le voit, Julie, c'est un vrai modèle. On le voit, c'est carré. Elle a réussi à reprendre sa vie en main là-dessus. Pour ceux qui font que repousser le moment de ranger, est-ce qu'il y a des petites habitudes simples à mettre en place et efficaces? Oui, alors la première chose sur la question des habitudes, c'est tordre le cou à un mythe. La question des 21 jours pour avoir une nouvelle habitude, ça n'existe pas. Quand on regarde la recherche, non. La recherche scientifique, elle montre quoi? Elle montre qu'en moyenne, c'est plus de 100 jours. C'est-à-dire plus de 3 mois et demi, donc c'est assez long pour acquérir une nouvelle habitude, donc se déculpabiliser par rapport à ça, c'est pas si évident. Et puis, il y a quelques principes du changement d'habitude. Le premier, c'est tout ce que l'on fait par obligation, ça ne tient jamais. Et donc, il faut le faire parce que ça touche nos valeurs profondes. Donc, on le fait parce que pour nous, c'est important de vivre dans une autre maison, ou pour faire plaisir, parce que c'est très différent de ranger parce que l'autre nous le dit, ou parce que faire plaisir à l'autre est vraiment une valeur importante pour nous. Et ça, on tient dans le temps. Deuxième élément, c'est que l'action précède les habitudes. Et donc, plutôt que d'attendre d'avoir la motivation de ranger, range, et puis les habitudes viendront après, il faut se lancer. Troisième élément, c'est que le perfectionnisme est l'ennemi de tous les changements. Donc, d'attendre, se dire, oui, mais c'est même pas la peine de commencer parce que c'est tellement bordélique. Non. Confucius, une marche de 1000 km commence par un premier pas. Et l'idée, c'est commencer par quelque chose. Commencer par quelque chose qui peut se terminer plutôt que d'attendre le jour où, enfin, on fera le grand changement. Mais on se dit souvent, il faudrait que je trie. Non, mais c'est vrai, il faudrait que je range, il faudrait que je désencombre. Mais bon, flemme. Parce que moi, déjà, y penser, ça me fatigue. Pourtant, avec quelques gestes simples, on peut retrouver un intérieur plus léger. On peut se sentir donc mieux chez soi. Et notre invitée Katia Nasri a plein de conseils à nous donner. Elle est ancienne accumulatrice compulsive. Elle a décidé il y a 1 an d'entamer un grand tri chez elle et de partager sa méthode sur les réseaux sociaux. Merci Arnaud. Avec plaisir. On l'accueille tout de suite. Bonjour Katia. Bonjour. On vous connaît sous le nom de Katia Sweet Home. Exactement. Ça veut tout dire. Alors, il y a 1 an, vous avez décidé de trier votre intérieur de fond en comble. Il faut dire que vos placards, un peu comme les miens, ils débordaient d'objets, à tel point que ça vous donnait des crises d'angoisse. Un jour, vous avez dit stop. Vous êtes devenue experte du rangement. C'est vrai qu'avant de ranger, il faut trier. Mais c'est pas facile de s'y mettre. Qu'est-ce que vous conseillez pour qu'on se lance? Alors, du coup, c'est effectivement impossible de ranger si on n'a pas trié en amont. Donc, j'avais essayé plusieurs fois de ranger avant le grand désencombrement à la maison. Et en fait, ça ne tient jamais sur le long terme. Donc, ce que je conseille, c'est 3 grandes étapes. Donc, premièrement, choisir une catégorie d'objets précise. Un tiroir fourre-tout, un placard. Deuxièmement, se préparer, prendre un carton, un panier et vider. Anticiper, il faut déjà avoir le contenant, la poubelle. Quoi. Exactement. Et vider tout ce qu'on avait sur la zone à désencombrer pour se rendre compte en fait du volume d'objets qu'on a. Donc ça, c'est tiré du coup de la méthode de Marie Kondo. C'est que de cette manière qu'on se rend compte, en fait, qu'on prend conscience du volume d'objets qu'on a. Et troisièmement, mettre en place ce que j'appelle la méthode TOP. Donc c'est un moyen mémotechnique que moi j'ai mis en place à la maison. Donc TOOPP, c'est-à-dire trier,
ordonner, organiser, placer et pérenniser. On va prendre chaque objet un par un et décider de son sort. Je le garde. Je le déplace dans une autre pièce s'il n'était pas au bon endroit. On aura de faire une pause là déjà ou pas? Je le recycle s'il n'est plus utilisable. Je le vends. Je le donne. Et là, la dernière catégorie un peu spéciale pour les personnes qui ont vraiment du mal à se débarrasser des objets, c'est je le décide plus tard. Donc ça, c'est pour... en fait, la petite astuce, c'est de prendre un carton de mise en quarantaine. On met les objets dont on a du mal à se séparer dedans et on note la date du jour. Puni, quoi. Objet puni. Mais c'est ça. Et en fait, 3 à 6 mois plus tard, on y revient et on se rend compte, en fait, en n'ayant pas ouvert ce fameux carton, que ça sert à rien. Ça sert à rien. Et c'est vrai qu'on a du mal à se séparer de certains objets. Pourquoi, d'ailleurs, Ilios Kotsou, on a tant de mal à se séparer d'objets qu'on n'a pas touchés, par garder parfois jusqu'à 6 mois? Alors, plusieurs mécanismes se combinent. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'effet de dotation. C'est l'idée qu'on s'identifie aux objets, et donc c'est un peu moi, me débarrasser, c'est un peu me débarrasser de moi. C'est un peu compliqué de le faire. Et puis l'autre, c'est l'aversion à la perte. C'est très documenté en psychologie, et donc on peut se dire, oui, mais si jamais j'en avais besoin un jour, on réouvre le carton. Et donc on a une aversion à la perte. Le fameux « on sait jamais ». On sait jamais. Et puis l'idée, c'est que de se rendre compte qu'on ne garde pas les objets parce qu'ils ont de la valeur, ils acquièrent de la valeur parce qu'on les garde. Et donc c'est important d'être lucide sur ça. Qu'est-ce qui a une réelle valeur affective, par exemple, réellement, pas juste parce qu'on les a gardés. Et on pourrait se poser une question, et la question, ce ne serait pas est-ce que l'objet me manquerait si je le jetais, parce que toujours on va se dire il va me manquer, mais est-ce qu'aujourd'hui, si cet objet était là, est-ce que je le prendrais, je le garderais chez moi? Et donc ça nous permet de voir les choses un petit peu différemment et avoir peut-être un petit peu moins d'objets inutiles et un peu plus de choses qui comptent vraiment. Katia, vous avez testé plein d'astuces, vous avez remarqué là, on est vraiment un peu récalcitrants. Donc je disais plein d'astuces pour garder un intérieur bien organisé. Vous avez sélectionné quelques accessoires qui vraiment peuvent nous faciliter la vie. Donc regardez bien ça, vous qui nous regardez, le public et tout. Alors on va commencer avec l'organisateur de tiroirs. Ça m'intéresse, rapport aux petits objets Ikea. Attends, faut que j'en cite d'autres. J'ai dit Ikea, Conforama, Roche-Beaubois. Roche-Beaubois. Wow, excusez-moi, madame. Oui, pardon. Désolé. On n'a pas les mêmes références. Pardon. Donc ça, ce sont des petits organisateurs de tiroirs. Ils peuvent être utilisés dans les tiroirs de la cuisine pour y mettre en fait les petits bocaux à épices. Et je les ai détournés aussi dans la salle de bain, dans les tiroirs. Si vous avez des tiroirs dans la salle de bain, pour y mettre en fait des produits de beauté. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on se rend compte des produits qu'on a et ça évite de racheter en double et de gaspiller. C'est hyper satisfaisant à regarder en tout cas. Ah, moi, je peux regarder ça pendant 3 heures. Ok, donc ça, c'est adopté. Il y a l'organisateur de chargeurs. Que celui qui n'a pas un vieux chargeur de 2006 me jette la première pierre. Ça, on a 2 choses. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons ce petit organisateur. Alors, tout le monde a un tiroir avec des chargeurs emmêlés. Oui. C'est hyper agaçant, c'est hyper frustrant et ça donne pas envie de ranger. Ça me plaît énormément. Donc, on a ce petit organisateur. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Oh là là, mon Dieu! Mais on n'a plus envie de l'utiliser après. C'est tellement bien rangé. Non, mais de toute façon, on ne va pas les utiliser parce que c'est des vieux chargeurs. Ah oui, d'accord. Ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est chouette. Et puis, dans vos favoris, donc c'est ça, les mini gradins de placard, c'est ça? Alors ça, c'est juste pour les chargeurs, les câbles, c'était dedans. Et c'est juste pour les plus gros. Juste, ah oui, d'accord, ça, c'est toujours pour les chargeurs. C'est pour les chargeurs parce que tout ne rentre pas dans les petits. Ah oui. Donc, en fait, l'idée, c'est de les mettre dans des jolies boîtes. Elle est en train de mettre tout en désordre, Agathe. C'est sa nature qui reprend le dessus. Non, mais moi, il n'y a pas dans les manuels du bordel. Je peux pas. Des jolies boîtes étiquetées et en fait ça permet de seulement mettre dedans. Et les chargeurs du quotidien, Katia, prendre un panier. Qui a ce petit velcro là? Alors, ça n'existe pas. Qui a ce alors, petit quand velcro? Répondez. Quand on achète des organisateurs, ils sont avec dans les petits, dans les boîtes à compartiments, il y a toujours la petite attache. Alors mini gradin de placard, Katia, je vous en supplie. Mini gradin de placard déjà. Ah oui. Oh, Pouchou, là, les mini gradins de placard. Nous avons là un petit réhausseur. En fait, ça permet de voir ce qu'il y a dans le fond et de ne pas aller chercher, fouiller. En fait, on ne gagne pas d'espace avec ça, c'est juste plus visible. En fait, c'est un gain parce d'espace que regarde, ils sont comme ça. Là, ça devient plus visible du tout. Non, derrière, on peut les appuyer. Et alors, ces séparateurs là que je vois, là, ces petits bazars, montrez. Alors, ça. Donc, ce sont des séparateurs. Et où est-ce qu'on trouve tout ça, Katia, là?
Et C'est gradin, c'est ci, c'est là. Et moi, je les ai réunis du coup sur les réseaux. C'est pour ça que j'ai beaucoup de demandes par rapport à ça. Mais après, il faut fouiller un petit peu pour avoir les idées. Et donc ça, c'est un organisateur à assiette. À plat? Non, à casserole et poêle. Ah bah voilà. Ma solution. Et du coup, en fait, c'est un organisateur à la verticale. Donc ça évite en fait d'accumuler les uns par-dessus les autres, les poêles et les casseroles. Et moi, ça me permet d'éviter de surconsommer, sachant que chaque poêle et casserole a sa place. Donc je n'achète jamais si une place ne se libère pas. Alors moi, je voulais dire un truc, c'est hyper satisfaisant, toutes les images qu'on voit. Ça ressemble à un appartement témoin, c'est génial, ça fait du bien. Mais est-ce que ça, c'est possible quand on a une petite menace fantôme à la maison qui pèse 12 kilos? Vous voyez de quoi je parle? Un truc très mignon, beaucoup de mignonnerie, mais qui met le bazar. Est-ce qu'on peut vraiment garder un intérieur rangé quand on a un enfant, on est d'accord, qui arrive et qui peut tout détruire? Alors, c'est vrai que quand on a des petites tornades à la maison, c'est moins évident de garder le rangement. Mais ce que je préconise, c'est des routines. Alors pour moi, les routines, c'est vraiment la chose qu'il faut mettre en place pour maintenir sur le long terme. Donc, par exemple, moi, j'ai des routines quotidiennes. Donc le matin, le soir, 15 minutes pour faire un petit reset de la maison. Et le fait de mettre ça en place, on peut mettre, par exemple, dans le salon, un petit panier de rangement où on met tout ce qui traîne dans le panier. Chaque membre de la famille peut avoir son propre panier et le ranger le soir, le lendemain, à un moment donné, pour éviter en fait la surcharge visuelle de tous les petits objets qui traînent dans la maison et du coup moins de stress. Donc au fur et à mesure de mettre en place ce genre d'automatisme, en fait on va gagner en sérénité à la maison. Mais oui, et c'est beaucoup moins. La maison demande moins d'énergie. Ok, je vais réfléchir. Merci beaucoup Katia Natry. Avec grand plaisir. D'être venue sur le plateau de Bel et Bien ensemble. Alors ranger, oui, mais sans se faire mal parce que on s'en rend pas toujours compte. Mais quand on range, qu'on porte des cartons et tout, qu'on se baisse sans arrêt, qu'on nettoie. On peut souffrir quand même, ça peut faire mal au dos et tout. Comment ranger sans se fatiguer ni se blesser? Réponse avec notre kinésithérapeute adorée, Perrine Tramoni. Regardez quel cadeau j'ai pour vous. Un séparateur de casseroles. Oui, un séparateur. Je vais repartir avec. Perrine, alors pour commencer, quels sont les gestes qui malmènent le plus le corps en général quand on range? Alors, il n'y a pas vraiment de geste à proprement parler qui va vous blesser quand vous faites le rangement. C'est plutôt des habitudes ou des mauvais réflexes. On va plutôt dire ça comme ça. Il y en a 3 dont je vois vraiment très clairement quels sont ceux que mes patients font habituellement. C'est porter une caisse lourde alors qu'on n'est pas habitué à le faire. C'est ça. Par exemple, vous avez fait votre tri, vous avez rempli une caisse de rangement et vous allez dire, allez, je vais la déplacer, je vais la descendre à la cave et vous n'êtes pas habitué à soulever probablement, elle fait entre 5 et 10 kilos. Et je prends toujours l'exemple, vous allez à la salle de sport, on vous dit de soulever tout de suite ce poids de 10 kilos, vous allez faire, ouh là là, surtout pas. Alors que là, la caisse de rangement, vous allez le faire et un peu trop rapidement et votre corps n'est pas préparé à ça. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on fait pour se préparer justement? Et pour se préparer, il va falloir penser à échauffer notre corps, ça c'est hyper important. Et avant le ménage, on s'échauffe, quoi. Comme si... Non, mais je vais aller un petit peu plus loin, c'est que le ménage, c'est physique. Si vous faites un grand rangement de printemps, on s'en rend pas compte, mais c'est du sport. C'est du sport, bien sûr. Voilà. Et on aurait tendance à se dire, moi je vais courir, je vais m'échauffer, mais je fais mon ménage, je m'échauffe pas. Et on se blesse souvent parce qu'on néglige l'ampleur physique que ces tâches ménagères vont vous demander. Alors, montrez-nous la routine, justement, avant le ménage, avant la session rangement. Qu'est-ce qu'on fait pour s'échauffer? Sarah, Stan, oui, j'ai pas le temps. Donc, le meilleur échauffement dans tout ce que vous allez faire, ça va être de vous rapprocher de la tâche à effectuer. Donc là, ça va être de se rapprocher de la gestuelle qu'on va effectuer quand on va faire le ménage. Donc souvent, c'est les épaules. Quand on va faire par exemple, les épaules, les vitres, c'est horrible, les épaules. Exactement. Donc pour les épaules, tout simplement, on va faire comme si on était à la piscine, là, les grands mouvements, crawler vers l'arrière. Ça nous prépare bien les épaules. Voilà, on peut faire 10 répétitions d'un côté et puis 10 répétitions de l'autre. Et c'est notre dos aussi qu'on va devoir bien échauffer. Ouais. Très joli moulin. On va s'enrouler parce que quand vous allez faire votre rangement, vous avez souvent tendance à aller chercher vers le sol. Donc là, juste à vide, on enroule le dos vers le bas. Moi, je suis pas souple du tout. Là, je suis au max. C'est pas grave. Ton max, tu vas dans ton amplitude. On ne cherche pas à aller tout bas, mais c'est... De toute façon... Quand tu vas faire ton rangement et que tu vas devoir te baisser, on va fléchir les genoux. Donc, merci pour la transition. Autre exercice, accroupi. On va refaire un petit mouvement d'épaule ici. On va amener les biceps à côté de la tête.
Et là, je pense que si vous le faites en même temps, vous sentez que derrière, il y a un grand muscle, ça s'appelle le grand dorsal. Là, on est vraiment en train de venir recruter. Et ça, c'est un geste qu'on va pouvoir venir effectuer quelques répétitions. On relâche et on remonte. Donc, idéalement, on essaie d'avoir un peu les talons au sol. Ah non. Et... Je peux pas. et de monter les bras. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme souplesse pour arriver à avoir les talons au sol là? C'est les chevilles? Ouais, les chevilles, Eh oui, les ça- hanches. Ah là là, j'y arrive pas. Et celui qu'on oublie beaucoup, c'est le bas du dos. Oui. Cette fameuse capacité à délordoser, à venir effacer la courbure du bas du dos. Ça, on la perd avec l'âge. Donc là, on la travaille beaucoup. Pardon. Eh 60 oui, ans. Stan, Ça y est. l'âge, c'est dans la tête, enfin, ou pas. Merci beaucoup, Perrine, merci pour cette routine. Merci Lios Kotsou, merci Sarah Kadour, Stan Gusman, merci Arnaud Loquet. Bel et bien ensemble, c'est fini pour aujourd'hui. Bon, calmez-vous, calmez-vous. On se retrouve demain à 9h55 au même endroit. Ah bah,